Discours à vous faire, mais si ce n'est à vous dire quelques mots au nom du maire qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais qui m'a envoyé le représenter ici même auprès de vous en tant que premier adjoint au maire et en présence de Jean-Luc Miusset, qui est notre élu en charge de l'environnement et qui est avec vous, je crois, depuis hier soir, puisque je crois qu'il était au cinéma et à l'apéro des terroirs, m'a-t-on dit. Voilà. Bon, je venais pour vous dire un certain nombre de choses. D'abord, je ne viens pas pour vous parler de la pie-grièche, parce que je n'ai pas la compétence pour pouvoir vous en parler, mais je crois qu'il y a suffisamment de spécialistes pour pouvoir vous en parler et échanger autour de ce sujet toute la journée. Je venais d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à Salon, même si vous êtes arrivés pour la plupart hier et que vous venez, je crois, pour la plupart de loin. En tout cas, il y a du monde qui arrive de toute la France pour venir ici dans ces rencontres nationales qui sont organisées à Salon. Donc bienvenue à Salon. C'est un lieu et c'est une ville où on aime organiser ce genre de rencontres nationales, où on aime organiser des événements nationaux ou internationaux, parce que c'est aussi l'occasion de vous attirer, de vous faire visiter la ville et peut-être de vous donner envie plus tard d'y revenir. Donc j'espère que vous appréciez votre expérience salonnaise pour ceux qui viennent de loin et que ça vous donnera envie de revenir nous voir par la suite, pendant des vacances ou pour d'autres événements peut-être dans le cadre de la LPO. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et je voulais surtout vous dire que ici à Salon, nous sommes attachés à la biodiversité et que nous essayons tout au long de l'année, tout au long des missions qui sont les nôtres, de pouvoir petit à petit installer des politiques publiques toujours plus favorables à la protection de l'environnement au sens large, mais aussi à la biodiversité. Et que ces dernières années, par des initiatives salonnaises, par des idées qui ont pu nous être données, eh bien nous avons essayé avec les moyens qui sont les nôtres, de protéger un certain nombre d'espèces. C'est passé par un certain nombre d'aménagements qui ont eu lieu dans nos collines notamment. C'est passé par exemple par l'installation d'écuroducs dans un quartier où on s'était aperçu que les écureuils étaient souvent victimes d'accidents. Donc on essaie, dans la mesure de nos moyens, de faire en sorte de protéger la biodiversité. Mais si on le fait, et je voulais profiter de votre présence à tous pour le dire, si on le fait, c'est parce qu'on a la chance à Salon d'avoir des passionnés, des spécialistes qui viennent toquer à la porte de la ville pour proposer un certain nombre de choses. Notre mission, c'est d'ouvrir la porte, c'est d'entendre les propositions qui nous sont faites. Et je voulais profiter de ce moment pour vous dire que nous sommes très heureux et très attachés au partenariat que nous avons installé ces dernières années entre la municipalité et la LPO, et notamment avec les représentants salonnais de la LPO. Nous avons une superbe équipe à Salon dont vous pouvez peut-être vous inspirer aussi pour la dupliquer ailleurs. Nous avons réussi à tisser un lien hyper étroit pour se dire des choses, pour avoir des propositions, pour essayer de les mettre en œuvre. Et donc c'est aussi pour ça que nous étions heureux d'accueillir ces rencontres nationales portées par la LPO aujourd'hui, parce que c'était pour nous aussi un symbole des liens très forts qui se sont tissés depuis quelques années avec la LPO et des projets que nous sommes en capacité de porter. Et c'était l'occasion de faire un clin d'œil à l'équipe salonnaise de la LPO et notamment à Patricia Carrier, que je souhaiterais qu'on applaudisse, parce qu'elle reste toujours dans l'ombre et discrète, mais pour nous, Patricia est devenue un peu une sentinelle pour nous guider sur ces sujets et on a besoin d'elle très régulièrement. Et puis même quand on n'a pas besoin d'elle, elle vient toquer à la porte et proposer des projets. Voilà. Mais je crois que c'est aussi la force de la LPO, de savoir s'inscrire dans un paysage local institutionnel pour poser des idées, pour proposer un certain nombre de projets. En tout cas, nous, la porte, elle est toujours ouverte, pour Patricia, bien sûr, mais pour toutes les belles idées qui pourraient nous être proposées. Et puis la porte, elle est ouverte aussi, bien entendu, à la LPO pour tous les autres événements que vous souhaiteriez organiser, qu'il s'agisse de rencontres nationales thématiques comme celle-ci ou d'autres événements, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Sachez qu'à Salon, la porte de nos salles, la porte de la mairie sera toujours ouverte pour la LPO parce qu'on a envie de toujours approfondir ces liens et d'aller toujours plus loin en matière de biodiversité. Ne pouvant pas vous parler de pie-grièche, je sais qu'il y a des spécialistes qui vont pouvoir vous en parler, à qui je vais laisser la parole, et notamment à des serviteurs de l'État avec qui on partage aussi cette sensibilité de protéger l'environnement. Bon après-midi à tous, merci d'être venus à Salon et à très bientôt pour accueillir de nouveau la LPO, vous accueillir plus généralement à Salon de Provence. Merci à tous et bon après-midi.
Bon, eh bien, rebonjour à toutes et tous. Je pense que vous en avez plus qu'assez de me voir, donc je vais vite laisser la parole aux intervenants. Donc, c'est une petite table ronde qu'on a mis, puisque pour vous faire la genèse du projet, comme vous le savez, le plan national d'action, notamment parce que c'est quelque chose qui a été financé par le ministère de l'Environnement, nous sommes en train de mettre en place un guide ERC, donc sur la séquence ERC, qui a pour objectif d'accompagner les acteurs, donc les aménageurs, mais y compris aussi les agents d'EDREAL et DDT ou DDTM, afin qu'ils puissent prendre au maximum en compte les enjeux liés aux pies grièches, puisque celles-ci sont particulièrement victimes de la destruction de leur habitat. Et donc, dans l'objectif de faire ce guide, nous avons proposé aux différents intervenants et intervenantes qui sont ici d'aller un peu plus loin sur le sujet, de parler des pies grièches, enfin des enjeux pies grièches et des enjeux de l'ERC au-delà de la simple séquence, et de voir comment elle s'inscrit notamment dans le temps et comment elle s'adapte aux enjeux globaux. Donc je vais laisser parler les différents intervenants avec... on va d'abord parler je vais laisser la parole à monsieur Vautrin, puis à monsieur Tatoni dans un premier temps. Je vous rappelle qu'il faut parler très près du micro pour que nos amis qui sont en visio nous entendent. Première question, monsieur Vautrin, est-ce que vous pouvez nous faire en 5 minutes un petit rappel de la séquence ERC, de ses obligations réglementaires? Merci. Merci beaucoup. Il faut toujours savoir qui parle. Moi, je ne suis ni un spécialiste de la biodiversité, ni un spécialiste des pies grièches. Il y a des gens plus compétents dans mes services sur ces sujets-là. On est un service, la DDTM, on est un service de l'État qui met en œuvre les procédures réglementaires, qui autorise des travaux, que ce soit des permis de construire, par exemple, sur des installations d'énergie renouvelable, que ce soit des sujets d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau pour installer une route. Et dans ce cadre-là, on a effectivement à mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser. La séquence, c'est pas quelque chose de nouveau puisqu'elle est issue de la loi de 1976 sur la restauration de la nature. Donc ça, pour quelques-uns, ça fait quelques années quand même qu'on doit la mettre en œuvre. Elle n'a pas forcément été complètement mise en œuvre dès 1976. En fait, elle est passée par la réglementation européenne pour revenir dans la réglementation française, notamment avec la loi Grenelle de 2010 et la loi sur la restauration de la biodiversité de 2016. Et ça fait 10-15 ans que maintenant elle est bien implantée. Dans les services de l'État, elle est bien connue et on essaye de la faire connaître par les pétitionnaires. La séquence éviter, réduire, compenser, c'est une séquence, donc c'est séquentiel. On commence par éviter, on le répète suffisamment. Les infrastructures, les projets qui s'implantent dans les milieux peuvent avoir un impact. Et le premier sujet, c'est de commencer par éviter ces impacts quand c'est possible. Est-ce que le projet est nécessaire? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que le projet doit s'implanter dans cet espace-là? Une route, on peut la changer d'endroit. Voilà. Quand on a évité, on peut ensuite se poser la question de est-ce qu'on peut réduire encore les impacts qu'on n'a pas pu éviter. Quand je coupe des arbres, il y a peut-être des moments où c'est moins impactant. Quand je détruis une maison, c'est peut-être pas pendant les moments où les chiroptères nichent hibernent qu'il faut le faire. Voilà, c'est un certain nombre de mesures. Et in fine, ce qu'on n'a pas pu éviter, ce qu'on n'a pas pu réduire, il faut le compenser avec un objectif qui est très fort de la loi de 2016, puisque la loi de 2016 demande qu'il y ait 0 de perte de biodiversité. Et donc, compenser, c'est recréer des aménités, des milieux qu'on a détruits, et ce qui suppose d'abord d'avoir une bonne connaissance de ce qu'on a détruit. Donc, compenser avec une durée qui est la durée
des impacts. Donc ça pose la question de comment on fixe des choses suffisamment longues et compensées avec une proximité fonctionnelle. Et je pense qu'on en parlera. Ça suppose effectivement, normalement, que la compensation soit utile à compenser les impacts de l'aménagement lui-même. Et comme ceci est difficile, on profite du PNA, le ministère, pour demander d'avoir un accompagnement des services de l'État, effectivement, pour la mise en œuvre, un accompagnement aussi des pétitionnaires qui pourront trouver des éléments intéressants sur cette séquence, et c'est le travail qui a été confié à la LPO dans le cadre du PNA. Merci Monsieur Vautrin. Donc juste après, on fera un petit tour de table pour les derniers intervenantes qui vont aussi nous parler de sujets beaucoup plus techniques. Mais juste avant, je voulais que Monsieur Tatoni nous évoque un peu puisqu'on parle, vous l'avez vu dans le titre de la conférence, on parle ici des changements globaux, donc c'est-à-dire des grandes évolutions que les habitats vont connaître en France dans les prochaines années. Donc c'est pas que le changement climatique, c'est la mutation de l'agriculture, la mutation des pratiques dans les espaces naturels. Et justement, à ce titre, je voulais que M. Tatoni nous parle des évolutions futures des habitats qui accueillent actuellement des pies grièches, principalement en Méditerranée. Je vous laisse la parole, Thierry. Merci. Effectivement, ça m'arrange de parler d'habitat plutôt que de pies grièches, mais parce que moi aussi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de pies grièches. En revanche, si j'ai bien compris, les pies grièches sont plutôt des animaux de milieu ouvert. Et ce qui va nous préoccuper, c'est le devenir de ces milieux ouverts. Alors, si vous permettez, d'abord revenir sur d'où viennent ces milieux ouverts. Sur le plan un petit peu au-delà de l'histoire, les milieux ouverts sont des milieux qui, comme par définition, sont ouverts. Ça veut dire que les conditions environnementales ou édaphiques au niveau du sol ne permettent pas l'installation conséquente de ligneux. C'est ça qui permet. Alors les conditions environnementales, généralement, c'est le plus souvent, c'est du vent, ou alors des conditions extrêmes au niveau météo, ou alors des fenêtres phénologiques permettant le développement des ligneux qui n'est pas assez suffisamment favorable sur l'ensemble de l'année. Ça, c'est ce qui est les types de climat. Ça veut dire, c'est ce qu'on va trouver dans les conditions plutôt sur les sommets, les sortes de ce qu'on appelle les zones sommitales, les falaises, ou alors en altitude, ou alors en latitude. Ça, c'est le principe général. Et si au niveau du sol, on va trouver ces milieux ouverts lorsque le sol va être assez superficiel. Alors sans aller véritablement toujours sur des dalles rocheuses ou des éboulis, il peut y avoir aussi des zones où le sol est très, très mince qui ne permet pas l'enracinement de ligneux, et ce qui fait que le milieu reste ouvert. Ça, c'est les origines sur les conditions climatiques, environnementales. Puis il y a des perturbations locales qui peuvent générer des milieux ouverts, même en l'absence d'activité humaine. Historiquement, ce sont essentiellement les troupeaux sauvages, parce qu'on a du mal à s'imaginer maintenant, mais il y a une époque où il y avait des ongulés, notamment des troupeaux d'herbivores sauvages, qui pouvaient avoir un impact sur les milieux conséquent, et leur action était favorisée par des perturbations naturelles, notamment des incendies spontanés, liés aussi à des conditions environnementales particulières. Donc l'ensemble a fait qu'on disposait de milieux ouverts, et on va dire naturellement. Après, il est clair que ces milieux il y a pas mal de milieux ont été ouverts par l'activité humaine, notamment par une agriculture, et une agriculture qui a été pendant longtemps est restée relativement douce, c'est-à-dire sans beaucoup d'intrants, et ce qui veut dire qu'on pouvait avoir une forme d'artificialisation, parce que les milieux ouverts, c'est une forme d'artificialisation, du moins avec une telle étendue, mais tout à fait compatible avec l'expression de la biodiversité, parce qu'il n'y avait pas de grosses actions de gros intrants, et ça on peut l'étendre jusqu'au début du XXe siècle, en gros, pour faire schématique. Alors ça, c'est le côté historique. Après, ce qui se passe avec les changements globaux, comme ça a été dit, c'est la conjonction à la fois du dérèglement climatique et des activités humaines. Alors le dérèglement climatique, avec un peu de cynisme, pourrait nous aider dans l'extension des milieux ouverts. Pourquoi ? Parce que finalement, on s'oriente dans nos régions, au niveau méditerranéen, par une augmentation des périodes de sécheresse, pas forcément moins de pluie, mais un régime de précipitations qui va changer. Augmentation des périodes de sécheresse qui pourrait se traduire par une extension, du moins la propagation de gros incendies qui vont avoir tendance à ouvrir le milieu. Et du fait des changements climatiques, les schémas qu'on a pu faire depuis des années sur la cicatrisation après incendie
si ça se trouve, ils ne seront pas très justes. Je fais partie de ceux qui ont établi ces schémas. Pendant des années, j'ai dit, c'est pas grave, l'incendie, la végétation repousse. On avait juste oublié que le changement climatique peut un peu brouiller les cartes. Et la recolonisation de la végétation après incendie, elle sera certainement moins facile à l'avenir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les milieux ouverts. Il faut le prendre avec beaucoup de cynisme. Par contre, l'activité humaine, non. Actuellement, depuis la manne énergétique apportée par l'énergie fossile, il y a une telle force de frappe qui a été mise entre les mains des populations humaines, surtout dans nos contrées et surtout dans l'Europe du Sud, ce qui veut dire qu'on a artificialisé abondamment le sol, c'est-à-dire d'un côté par l'agriculture qui est devenue intensive, qui n'a rien à voir avec les agricultures qu'on pouvait développer jusqu'au 19e, moitié du 20e siècle. Donc une agriculture très intensive qui n'est pas compatible avec n'importe quelle expression de la biodiversité. Et bien sûr, après, il y a l'artificialisation plus conséquente par la bétonisation, la construction de grandes métropoles qui a tendance à faire disparaître toute forme de milieu, pas que le milieu ouvert, toute forme de milieu naturel et à faire reculer toute forme d'expression de la biodiversité. C'est clair et cynique, on adore. Merci Thierry. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais laisser nos 3 autres intervenantes se présenter. Donc d'abord éventuellement donc Denis, puis après Julie et Audrey, si ça vous va. Bonjour. Ouais, c'est bon. Donc moi c'est Denis Rey. Donc je travaille aujourd'hui chez CDC Biodiversité où je mets en œuvre des projets de compensation, donc de la conception à la mise en œuvre. Auparavant j'étais à la LP Occitanie pendant 13 ans où j'ai animé le PNA Pigrièche, donc dans le département de l'Hérault pendant une dizaine d'années. Bonjour, donc moi c'est Julie Corbon, je travaille à la métropole Aix-Marseille-Provence et je suis animatrice du site Natura 2000, Garrigue de Lançon et Chênes alentour. Et bonjour, Audrey Tinès, chargée de mission expertise écologique dans le service expertise écologique et paysage, au sein de la même direction que Julie, expertise et médiation environnementale. Et donc Arthur Astouri, l'animateur du PNA, mais assez présenté. On va parler donc de la première, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Pour vous, et là elle est ouverte à toutes et tous, quels sont les moyens de pérenniser un site de compensation après la durée du conventionnement? Donc peut-être que je laisserai d'abord la parole à Denis. L'objectif ici, c'est dans le cadre de la conclusion de ce futur guide, de savoir comment on fait sur un site compensatoire, comment on fait pour le maintenir au-delà de l'obligation réglementaire. Alors, je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de compensation et surtout au-delà de la durée réglementaire, on a très peu de recul aujourd'hui parce que je pense qu'il y a très peu, ça se compte sur les doigts d'une main à l'échelle d'une région, de projets de compensation qui sont arrivés au bout de termes en général, c'était 30 ans. Bon, il y a eu des projets de compensation qui étaient un peu moins, mais aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 30 à 50 ans. Donc vous imaginez bien qu'en termes de recul, pour l'instant, on n'a rien. On a de la volonté, des ambitions, mais concrètement, je pense que c'est un défi qu'il va falloir relever. Donc nous, on travaille dessus en termes de prospective, mais pour l'instant, ça va pas plus loin. Ça, c'est le premier point. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, ça dépend en fait de plein de paramètres, notamment comment le site a été sécurisé en amont, quel type de sécurisation, est-ce qu'on a sécurisé juste sur le temps de la compensation, c'est-à-dire sur 30 ans ou 50 ans, par un achat, par un bail amphithéotique, éventuellement par une ORE, ou alors est-ce qu'on a sécurisé sur le plus long terme. L'avantage que ça peut avoir, c'est les baux amphithéotiques, notamment qui peuvent aller jusqu'à 99 ans, de la même manière que les ORE qui peuvent aller jusqu'à 99 ans aujourd'hui, ou l'achat, mais dans ces cas-là, en général, alors ça dépend aussi bien sûr de la structure qui va gérer le site sur la durée, mais une fois qu'on est arrivé au bout de la compensation, en général, quand ça a été acheté, soit autre chose, et certainement c'est ce qui va être le cas dans beaucoup de sites de compensation, va être mis en œuvre sur ces terrains. Mais dans l'idée de la compensation, je pense que c'est un peu la même idée que les mesures agro-environnementales. L'idée, c'était que ça perdure après, quoi. Mais dans ces cas-là, si ce n'est pas donné à une fondation, par exemple la Fondation des Seines, ou alors à une collectivité, mais sur laquelle il faut s'assurer que la collectivité mette en œuvre les mesures, et ça, ce n'est pas toujours acquis non plus. L'idée, c'est d'avoir une ORE peut-être en complément sur ces sites pour pouvoir être sûr d'avoir
au moins que ça suive en fait, que l'action suive en fait sur la durée de conventionnement. Enfin voilà, ça pose vraiment plein de questions et aujourd'hui on est dans les prospectives. Alors j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais après il y a la question de la gestion. Là, je parlais que de la sécurisation, mais il y a la question de la gestion. Non, je voulais faire juste un pas en arrière quand même, et pour mettre une pierre dans le jardin de l'État. Avant de discuter après les 30 ans ou les 50 ans ou ce qu'on aura imposé, il faut bien vérifier que pendant les 30 ou 50 ans, c'est bien sur la durée, la compensation est bien mise en œuvre. Et donc il y a tout un travail actuellement de police pour aller vérifier à 5, 10 ans effectivement si la compensation est mise en œuvre. Et ensuite, après, effectivement, il y a deux questions qui se posent. La question de la pérennité du foncier et la question de la pérennité de la gestion. Et donc, c'est ces deux questions qu'il faut regarder sur le poste compensation réglementaire. Du coup, ça fait bien la transition avec les réflexions également qu'on porte au niveau de la métropole, puisque Denis le disait, c'est au début des réflexions, mais ça fait aussi le lien avec ce que vous disiez, Monsieur Vautrin, de la compensation actuelle, de comment on la suit et comment on la porte pendant les 50, comment on la pérennise en fait pendant déjà les 50 ans et après comment on la pérennise ensuite. On s'est saisi, nous, de la possibilité, avec la nouvelle réglementation, de la mise en place de SNCRR, donc site naturel de compensation, de renaturation et de restauration, pour essayer d'anticiper au niveau territorial la séquence ERC, qui est bien, comme vous disiez, une séquence, donc en évitant, mais en anticipant quand même la compensation pour en faire, en tout cas on essaie d'en faire une compensation plus cohérente et avec plus de sens écologiquement, et plus facile à suivre, puisque sur des sites de plus grande surface, avec un COPIL, etc., un comité de suivi bien identifié. Et chez nous, c'est aussi en lien avec la politique portée par le service biodiversité de plans de protection, puisque la métropole s'est engagée à doubler les aires protégées avec une réglementation forte sur son territoire. Et donc, ça rentre dans le cadre de ces réflexions-là, de dire comment, via ce plan de protection, on pérennise aussi les sites de compensation, que ce soit via ces SNCRR à l'issue de l'agrément ou la compensation à la demande. Juste peut-être apporter un regard là-dessus, sur cette histoire de compensation. Bien être clair sur le terme. La compensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compense, et généralement on compense une perte. Donc la compensation d'une perte se fait par un gain. S'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de compensation. Le C, on peut le garder, mais juste pour dire consolation. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compense en gelant un espace naturel, en fait on ne compense pas, on se console. Si on voulait vraiment compenser, il faudrait prendre un site qui est déjà artificialisé, le désartificialiser, et là, on ne compensera pas la perte de l'écosystème initial, mais quelque part, par rapport à la réflexion globale sur les milieux naturels, on compensera la perte d'habitat naturel. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Tout ce qui se fait, pour moi, sur un espace déjà naturel ne peut pas être considéré fondamentalement par de la compensation. Même sur le plan juridique, oui, mais... Oui. Non, peut-être que je me suis mal exprimée dans le terme de pérennisation. Il ne s'agit pas de pérenniser des sites déjà en bon état au titre de la compensation. C'est le gain qui aura été calculé, effectivement, qui ensuite, dans la réflexion, rentrera pour la pérennisation. Nous, aujourd'hui, la pérennisation, on l'envisage comme ça. On peut peut-être continuer à parler de la gestion, puisqu'en effet, la question au départ, c'était après la compensation, donc je ne me suis pas attardé sur la partie compensation, mais en effet, c'est tout à fait vrai. On parle dans ces cas-là d'additionnalité écologique, c'est le truc qui est fondamental. Donc c'est pour ça, nous, on essaye de travailler un maximum sur des terrains, ce qui pose d'autres problèmes, sur des terrains agricoles. Donc on a d'autres problèmes, notamment avec la profession agricole, avec qui on est obligé de travailler, et ça fait le lien avec la gestion. Parce que nous, on essaye donc à la base d'être surtout sur des sites où il y a une agriculture intensive. Et l'idée qu'on a derrière, parce que nous, notre point de vue, c'est que pour la gestion après la compensation, on ne peut pas le faire si on n'a pas un modèle économique. Ça, c'est la base. On peut pas nous, on n'imagine pas qu'avec toute la compensation qu'il y a aujourd'hui et qui est mise en œuvre, si vous regardez les cartes à l'échelle de département, il y en a quand même de plus en plus, ça devient assez monstrueux. On ne peut pas imaginer que ce soit la collectivité à terme qui paye pour la gestion de tous ces sites. Donc en fait, nous, on essaie de réfléchir à une gestion qui soit autonome. Et donc l'idée, c'est pour nous d'avoir une gestion agricole, et c'est aussi pour ça qu'on travaille
avec le milieu agricole en amont, pour essayer déjà de trouver des sites d'agriculture intensive, de les accompagner avec les financements de la compensation au départ pour pour monter une sorte de modèle économique qui puisse tenir la route avec le cahier des charges inhérent aux objectifs écologiques. Donc ça doit être ce qui doit chapeauter tout, c'est-à-dire les objectifs écologiques en premier et ensuite les objectifs agricoles liés aux objectifs économiques. C'est une équation qui est, enfin, vous devez le savoir pour ceux qui travaillent dessus, qui est hyper compliquée, hyper complexe, mais on espère arriver à des modèles de plus en plus avec l'agroécologie qui est en train d'infuser dans la société. On est en train de plus en plus d'aller vers là. Nous, c'est ce qu'on essaie d'accompagner en tout cas, et c'est une solution, en tout cas c'est la solution que je vous présente ici, enfin, que nous on essaie de porter, c'est de mettre des modèles agroécologiques pour que ce soit plus durable après la compensation, en tout cas en termes de gestion uniquement, hein, j'entends. Voilà. Merci pour ces échanges qui ont été déjà ultra riches alors que ça fait que 10 minutes qu'on a commencé. Justement, puisqu'on n'a pas assez parlé de la gestion, pour la deuxième question, je voulais savoir, pas même pour oui, en fait, c'est pour vous, quels sont les moyens de faire, alors ce sera peut-être plus pour les gestionnaires de milieux qui sont présents chez nous aujourd'hui, c'est quels sont les moyens de faire perdurer des modes de gestion favorables au pie-grièche, donc dans des zones de compensation ou pas. L'objectif là, c'est vraiment ne vous restreignez pas simplement aux zones que vous connaissez, mais où ces modes de gestion sont en déclin. Comme par exemple, comment dire, voilà, comment est-ce que vous faites pour maintenir un site dans un état favorable alors que justement les changements globaux qu'on a évoqués rendent ces sites peu favorables au pie-grièche. L'exemple qui revient le plus facilement, c'est l'abandon du pastoralisme. On en a déjà parlé en visite de terrain ce matin. Comment vous faites? Et puis après aussi pour Thierry, est-ce qu'on doit le faire? Qui veut commencer? Non, c'était pas une question. Oui, donc moi je peux témoigner sur le volet du coup Natura 2000, donc hors site de compensation, mais plutôt sur la gestion du site en lui-même. La métropole, en fait, elle a initié de nombreuses études sur la pie-grièche méridionale, des études qui ont été conduites par la LPO PACA, par Olivier Hameau, qu'on ne présente plus, et qui ont été financées par la région et par l'Europe. Voilà, je tiens à le souligner, on les remercie pour leur financement. Donc ces études, du coup, elles ont permis de travailler sur l'écologie de la pie-grièche, d'apprendre beaucoup sur cette espèce. Ça a permis de hiérarchiser les enjeux de conservation. Donc ça, c'est un véritable outil qui m'a beaucoup servi à l'échelle de ma ZPS, parce que du coup, maintenant, je peux mener de la concertation avec les acteurs locaux, principalement les acteurs forestiers, parce que voilà, dans le sud de la France, on est très soumis au risque incendie. Donc on a toute une gestion de nos massifs, etc. Donc voilà, on a organisé des groupes de travail avec ces acteurs-là. Et du coup, on leur a proposé d'adapter la programmation de leurs travaux en fonction de la période de sensibilité des espèces. Donc voilà, à partir du 15, même début mars jusqu'au mois de juillet, on leur demande de ne pas intervenir dans les zones connues pour abriter des pie-grièches, notamment le site d'études qu'on a visité hier pour ceux qui étaient présents. Donc là, c'est, si possible, aucune intervention parce on connaît l'espèce, on sait qu'elle est là, donc on leur demande de ne pas intervenir. Et après, sur la pratique de débroussaillement, on leur recommande aussi du débroussaillement en alvéolaire. Voilà, de ne pas faire table rase, mais de laisser bien des bosquets de chênes verts, etc. Voilà, on essaye d'harmoniser ça. Et le message est plutôt bien passé. Enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, ça se passe bien, que ce soit avec le département, avec les collègues de la métropole, avec l'ONF. Ça se passe plutôt bien. Le message est plutôt bien passé. Ils connaissent tous les pie-grièches maintenant. Voilà, donc c'est ça. Et après, un dernier point, après la concertation, l'améliorer de connaissances, il y a quand même un gros volet, c'est la protection, parce qu'on porte un projet de création d'aires protégées sur le site que nous avons visité hier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le site Puy de Madame, qui se trouve en majorité sur la commune de La Barbin, et un petit bout sur Pélissade et Lambesque. Donc on accompagne ces communes pour préserver ce site-là. Et voilà, parce qu'il y a de forts enjeux pie-grièche, il y a des enjeux pas que pie-grièche, il y a des enjeux bonelli, grand rapace, etc. Et puis tout un autre cortège d'espèces que la LPO PACA aussi nous a aidé à mettre en évidence. Donc voilà, et on espère aboutir à la création d'un APPB. Voilà, donc le dossier a été travaillé avec la LPO PACA, qu'on remercie aussi pour ce travail réalisé.
On a préparé un dossier de préfiguration que nous avons remis au service de l'État et du coup, nous sommes en train de travailler. Voilà, les services de la DDTM et les services de la métropole sont en plein travaux sur ce sujet-là. Merci pour cette belle annonce et pour ta contribution. Concernant justement la pérennisation de modes de gestion, que ce soit donc le pastoralisme ou la gestion du risque incendie, le fait qu'on prenne de moins en moins en compte la biodiversité sur les questions de DFCI à cause de l'intensification de ce risque, ou tout simplement le fait que le pastoralisme est en train, pas partout heureusement, de reculer. Est-ce que, comment sur les sites de compensation, justement, c'est quelque chose que vous prenez en compte, ou est-ce que, ou de façon générale, dans l'écosystème méditerranéen, parce que là on parle surtout de Méditerranée, est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des réponses ou des perspectives à mettre en place, ou est-ce que c'est quelque chose, pour citer Thierry, quelque chose sur lequel on doit être cynique et se dire que de toute façon ça viendra avec le temps? Allez, courage. La question est vaste. Je peux vous dire, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce que nous on fait. Nous, concernant justement cette déprise agricole liée notamment à la perte de bergers et puis du métier en général, et sur les sites qu'on gère, malheureusement, étant donné qu'on est aussi souvent à gérer des milieux herbacés, c'est principalement des bergers qu'on cherche, des bergers et des bergères. Donc en fait pour ça nous on essaie de financer une partie du projet, c'est-à-dire qu'on finance les clôtures, on peut même financer les bergeries. Sur le site de Cossure, pas très loin de ça, il y a 2 bergeries qui ont été créées, et il y a un berger à temps plein qui gère le site de compensation. Donc ça c'est un moyen d'arriver, mais ce qu'on dit c'est aussi on va au-delà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit viable. Donc, pour un modèle économique pour du pâturage, il faut une certaine surface. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Et nous, on travaille conjointement avec la Chambre d'agriculture et des CIVAM, qui nous aident déjà à trouver des candidats. On les sélectionne ensuite. Et ensuite, l'idée, c'est de les accompagner dans le temps. Donc, nous, on peut prévoir un financement sur les 30 ou les 50 ans d'accompagnement. Mais après, il faut que ce système puisse être pérennisé. Et c'est plus quelque chose de sociétal après qui doit se mettre en place, où il faut redonner le métier, le goût du métier. Il faut que ce métier soit un peu redoré. Il y a un truc sociétal aussi là-dessus, je pense, sur lequel il faut travailler. Voilà, je pense que c'est une des solutions. Je ne sais pas s'il faut être cynique, en tout cas il faut être modeste ou réaliste. Parce qu'effectivement, le sujet est bien le modèle économique qui permet de pérenniser ce modèle de gestion. Le modèle économique pendant les 30-50 ans, en fait, c'est celui qui est à l'origine du projet qui va normalement le financer au travers de sa compensation. Et donc là, on a quelque chose qui est assuré. Avoir déjà dans l'idée aujourd'hui de ce qu'on pourra mettre en œuvre en 2055, 2075, il faut peut-être se dire quel modèle économique on aurait imaginé en 1995 ou en 1975 pour pérenniser un système qui a complètement été transformé. On parle du pastoralisme. La PAC était sur un système complètement différent en 1995 ou en 1975. On parle de effectivement débroussaillement en laissant des îlots, parce que c'est ce qui permet pour l'espèce de trouver le gîte et le couvert. Dans un système où il y a 30 ans, il n'y avait pas de loup, maintenant il y a du loup. Comment on a du pastoralisme dans ces milieux-là qui sont... alors j'ai eu des exemples... avant d'être dans les Bouches-du-Rhône, j'étais dans le Doubs. Et quand on est effectivement dans un mélange forêt, milieu ouvert, c'est l'endroit idéal pour avoir des attaques. Donc, et on a besoin du pastoralisme. Donc, il faut quand même être modeste. On essaye les uns et les autres de trouver des chemins, des solutions aujourd'hui
imaginer qu'on a les solutions pour dans 30 ans me paraît assez irréaliste. Je suis un peu le mauvais messager pour le guide éviter, réduire, compenser. Je peux compléter, mais du coup, on va être obligé de remettre en question pas mal de choses. Le problème, on a des cadres réglementaires qui ne sont que des pis-aller. En gros, et quelque part, tout ça, c'est cadre réglementaire, aussi bien pour les ELD. Alors les ELD biodiversité, ça paraît un côté paradoxal, mais c'est une réalité depuis un an. Le côté ERC, on sait que finalement, on ne compense pas grand-chose, mais ce sont des mesures qui existent et il ne faut surtout pas s'en priver. Le problème, il faudrait essayer d'être conscient que tout ça constitue un cadre qui est très étroit et qui ne permet pas beaucoup de marge de manœuvre. Et en tout cas, sur la durabilité, ça ne peut pas marcher. C'est le problème. Le problème, il est là, puisque ça n'empêche pas de détruire. Et quelque part, le premier facteur de mettre sur la question, c'était comment maintenir ça de manière durable. Le premier facteur, c'est essayer d'installer du pastoralisme de manière durable. Ça, c'est pas la peine de faire beaucoup d'études pour arriver là. Après, la question, c'est comment ça se fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que majoritairement, la viande que l'on mange, clairement, elle vient d'ailleurs, ou alors elle est issue de l'élevage en batterie. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit ça, ça veut dire que si on veut demain pérenniser nos milieux ouverts de manière intelligente, parce que de manière bourrin, ça va se faire, ça va se faire parce qu'il y aura des gros incendies, ça va tout raser, et on aura des milieux ouverts. Mais ça sera complètement un échec sociétal. Ou alors je prends ma casquette d'écologue scientifique psychorigide, je lui dis mais bon, il n'y a pas de milieu ouvert dans le sud de la France, c'est pas un problème. Des milieux ouverts au niveau du bassin méditerranéen, c'est largement majoritaire. Donc il y aura plus de milieu ouvert ici et il y en aura de milieu ouvert là-bas. Et après, quand je dis ça, le problème, je prends ma position de biogéographe, d'écologue, mais ça n'apporte rien parce que la question que nous renvoie la Pigrièche et milieu ouvert en général, c'est une question d'ordre sociétal. C'est-à-dire quel modèle de société on veut. On veut un modèle de société où on ait effectivement nos oiseaux qui nous intéressent, nos milieux ouverts. Ça veut dire qu'on veut de l'élevage, on veut du pastoralisme intelligent, on ne veut pas d'élevage en batterie et on ne veut pas avoir des milieux ouverts qui rasent tout. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de changer de cadre. Et c'est là qu'on rentre, je suis désolé, dans le fameux changement de paradigme. Ça veut dire que toutes ces questions-là, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans les milieux ouverts, entre autres, c'est que ça doit nous inviter à changer de modèle. On ne peut pas s'en sortir avec les modèles actuels. Effectivement, dans 10, 20, 30 ans, il y a tout qui va se durcir. On pensait que ça allait être plus tard, mais la crise énergétique, elle arrive, elle est là, et ça ne va que s'accentuer. La crise climatique, elle est là. Ça veut dire que tous les équilibres sur lesquels on repose, il va falloir les revoir. Et avoir de la viande à manger à proximité, ça paraît, quand on disait circuit court il y a quelques temps, on passait encore pour de 12 écolos, on disait encore les écolos, vous arrivez avec vos circuits courts. Les circuits courts, demain, ça va être la survie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais ça veut dire que nous, alors du coup, écologues, gestionnaires d'espaces naturels, on a peut-être une pierre à avancer pour dire, ben voilà, le modèle de société qu'on peut proposer, c'est ça. Arrêtons de nous aveugler avec des mesures, que ce soit compensatoires ou autres, même OLD. L'OLD, c'est pour compenser un aménagement du territoire qu'on a raté. Il faut voir comment on peut faire pour remettre de l'agriculture de proximité qui va protéger nos zones habitées, et comment cette agriculture de proximité, on arrête de faire n'importe quoi et on fait de l'agriculture qui soit plutôt favorable à l'expression de la biodiversité, c'est-à-dire à la fois qui ne va pas nous flinguer au niveau de notre santé et qui va améliorer les milieux à tous les niveaux, même au-delà des zones agricoles. Ça veut dire qu'il va falloir oser y aller là-dedans. Il faut arrêter, quelque part, c'est ça qui est embêtant. On ne peut pas laisser tomber tout ce qui est existant, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire, alors je ne veux pas inciter à la révolution, mais à une remise en question, parce que je reste un indécrottable progressiste et je pense que par la réflexion et par une transition calculée et réfléchie, on peut arriver à faire les choses. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ensemble, on voit comment on peut faire pour que nos actions, pour privilégier les milieux ouverts, ça puisse s'inscrire dans une forme de durabilité et que ça puisse avoir une portée fondamentale. Et c'est ça qu'il faut voir comment on peut le faire. Encore une fois, comment ne pas tout casser, mais ne surtout pas se satisfaire de ce qui existe, parce que c'est largement insuffisant. Merci pour tes compléments. Juste votre la loi est peut-être insuffisante. Et oui, alors la loi est peut-être insuffisante et je pense que ce qu'il faut être vigilant, c'est sur l'application de la loi. Et la loi dit bien que c'est pas de perte de biodiversité et qu'il y a une obligation du pétitionnaire sur la compensation. C'est une obligation de résultat. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est que nous, services de l'État,
on puisse aller contrôler que les objectifs de compensation qui nous ont été vendus dans un beau dossier l'année N, en année N plus 5, N plus 10, ils sont bien vérifiés, et on a la capacité de faire des prescriptions complémentaires si ces objectifs de compensation sont pas atteints. Donc ensuite, au-delà de la capacité, il faut effectivement le mettre en œuvre. Après, je me tais. Mais juste, ça me permet, effectivement, vous avez bien raison, la loi de 2016 sur la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages, il y a quasiment tout dedans. Il y a tout. Le problème, c'est la mise en application. C'est une loi dans laquelle il y a une notion d'interdépendance, de solidarité écologique et tout ça, de communauté de destin, tout ça, ça y est dedans. Relayé par, c'est passé à l'as de plein de gens, 2023, la planification écologique proposée par Elisabeth Borne, il y a quasiment tout dedans aussi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment ça se fait. Déjà, je ne sais pas qui dans la salle l'a lu, la planification écologique, mais c'est très complet. Et comment ça se fait que tout ça n'est pas mis en application? Là, c'est ma grosse interrogation. Merci pour tes compléments. Julie, tu voulais... Oui, je voulais revenir en fait sur comment maintenir les milieux ouverts de manière pérenne. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand même, c'est que la métropole est opératrice du projet agro-environnemental et climatique. Depuis 2015, c'était la première mouture en 2022, et là on est dans le deuxième programme 2023-2027. Donc il faut savoir que ce projet, il est réparti sur 2 secteurs, le mien que j'anime, Garrigues de Lançon et Chênes alentour, et celui des montagnes Sainte-Victoire sur les sites Natura 2000. En tout, c'est quand même 38 éleveurs, bovins, caprins, et ça représente environ 3000 hectares de pâturage. Donc là, je pense qu'on peut parler de pérennité en quelque sorte quand même, parce que sur 5 ans, on sait que ces éleveurs se sont engagés à pâturer les milieux. Alors il y a les mesures, pour ceux qui connaissent, les mesures pastorales, voilà, c'est la OUV 1, le maintien des ouvertures de milieux, la PRA 3 pour l'amélioration des surfaces herbagères et pastorales, et la PRA 1, voilà, les surfaces herbagères pastorales. Donc c'est les 3 mesures que nous avons privilégiées à la métropole et pour lesquelles du coup ça bénéficie au monde agricole et ça bénéficie aussi à nos garrigues pour tant soit peu maintenir les milieux ouverts en appui avec les travaux qui sont réalisés par les collègues forestiers. Voilà. Et juste pour compléter ce que dit Julie, aussi, la forme de pérennité, c'est aussi de savoir ce qu'on fait et ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire bien. Et du coup, c'est aussi important la connaissance et la capitalisation de la connaissance et comment on arrive à effectivement à les traduire dans les politiques ensuite publiques, de ce qui fonctionne là-dessus. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de suivre ces différents plans d'action et d'être partenaire avec vous. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur le sujet? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la... Non, mais c'est toujours un plaisir, donc il n'y a aucun problème. C'est gentil, merci. Mais en fait, une des solutions, parce que ce qui serait idéal, ça serait après en quelque sorte sanctuariser, par exemple, la filière ovine ou caprine ou bovine qui sont mis en place à partir de ce terrain. Parce que ça garantirait justement la durabilité, c'est-à-dire bêtement manger la viande ou utiliser la laine, mais c'est surtout manger la viande ou récupérer du lait, mais encore une fois j'insiste, malheureusement c'est quand même la filière viande qui est la plus porteuse. Et comment faire pour que sur les territoires concernés il puisse y avoir une priorité à ces filières-là? Difficile de dire à tout un chacun d'aller acheter de la viande labellisée ou métropole ou territoire. En revanche, ce qu'on peut faire au niveau des collectivités, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un modèle où toutes les collectivités, les cantines, que ce soit les cantines scolaires, collèges, lycées, puissent être alimentées par des filières, que ce soit agricoles de ces régions-là. Ça se fait de plus en plus en milieu rural. Plus difficile en contexte urbain, mais pourquoi pas? C'est comme ça que petit à petit, il faudrait. Alors ça veut dire que peut-être qu'on mangerait moins de viande dans les cantines, c'est pas grave, au contraire, y compris pour la santé. En revanche, on mangerait que du bon. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des modèles comme ça? La mesure compensatoire, est-ce qu'on peut envisager qu'elle aille beaucoup plus loin que simplement la gestion du milieu? Il y a aussi toute la filière économique qui va derrière. Merci pour toutes vos précisions. C'est passionnant. Et en plus, quelque part, malgré tout, même si on est plusieurs univers extrêmement différents qui sont représentés ici, je crois que globalement, il y a quand même une sorte de logique qui tend à arriver. On en parlera lors de la conclusion tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à débloquer autour de tout ça.
Pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus réglementaire, dans la question de la compensation et de la séquence versée de façon générale, la législation impose que les sites de compensation soient situés à proximité des sites dégradés. Quelle est la marge de manœuvre? C'est plutôt une question pour vous, monsieur Vautrin. Quelle est la marge de manœuvre des acteurs de la restauration lorsqu'à moyen terme, l'espèce risque de ne plus être présente dans la zone qui a été dégradée? Bon, le meilleur exemple sur la question, ça restera par exemple la pie-grièche grise. Vous n'étiez pas là ce matin, mais effectivement, on a vu que son aire de répartition s'est très fortement contractée autour du Massif central pour tout un tas de raisons, peut-être climatiques. Pour l'instant, on a encore assez peu de données, mais beaucoup de gens travaillent dessus. Comment on fait justement pour concilier ces deux réalités-là, cette réalité réglementaire et cette réalité d'évolution des populations? Ouais, je crois que sur la pie-grièche grise, si j'ai compris, il ne reste plus qu'un coupe-nicheur dans le Doubs. Dans le Doubs, il ne reste plus qu'un coupe-nicheur. Quelle catastrophe. Sur ce beau département. Sur la loi, elle est quand même assez précise. C'est toujours la difficulté d'écrire la loi et de laisser l'intelligence à celui qui doit la mettre en œuvre, puisqu'elle ne parle pas de proximité, mais de proximité fonctionnelle, si je ne me trompe pas, la loi. Et la proximité, autant ça nous permet d'avoir une certaine marge de manœuvre. Je pense à ce qu'on fait notamment en matière de zone humide. La proximité a été précisée alors pour notre territoire dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, en précisant que c'est sur l'hydro-éco-région ou l'hydro-éco-région adjacente. Donc ça permet d'abord à proximité, ensuite hydro-éco-région et celle adjacente si on ne trouve pas. Ça permet d'aller chercher des territoires un peu au-delà quand on n'arrive pas à trouver, quand il y a un frein. Là, la notion de proximité fonctionnelle implique que normalement la compensation doit servir directement aux impacts du projet lui-même. Il ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, honnêtement. Alors ensuite, on peut en prendre avec le risque d'être rattrapé par la patrouille du tribunal administratif. C'est la difficulté, même dans des cas où on voudrait être intelligent, de temps en temps, la réglementation va être assez un frein actuellement à imaginer qu'on va aller chercher des milieux un peu plus en altitude, un peu plus au nord pour compenser un impact sur un territoire qui, à terme, ne sera pas forcément le territoire d'accueil avec le changement climatique. Alors, je vais intervenir un petit peu sur le concept de proximité fonctionnelle parce que justement, j'ai relu un peu avant la réunion le guide du ministère sur la compensation à ce sujet. Et il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Enfin, en tout cas, dans ce guide, ils expliquent la proximité fonctionnelle. Donc ça tombe un peu sous le sens, mais ça dépend évidemment des espèces et de leur capacité de déplacement. Et ça s'applique plutôt ils appellent ça la population. Donc qu'est-ce qu'on met derrière le terme de population, hein? On est bien d'accord. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le guide. Et ils prennent un exemple que je connais bien pour le coup, parce que je connais bien cette espèce, de l'outarde canepetière. Où pour le coup, l'outarde canepetière, c'est une espèce qui, je déroge un peu à notre pie-grièche, mais c'est une espèce qui, en hivernage, a des déplacements très très importants, en tout cas pour la population du domaine méditerranéen. On sait qu'il y a des individus qui viennent de la Crau, des groupes qui vont dans le Gard, qui vont dans l'Hérault, à l'aéroport de Montpellier, etc. Donc il y a un déplacement qui est très important sur une zone qui est très large. Et quand vous avez un projet qui impacte donc, des habitats d'hivernage de cette espèce à un endroit, il est possible de proposer des projets de compensation qui vont au-delà même de 15 km, qui peuvent aller jusqu'à 20 km, dans des sites qui sont... Par contre, il faut trouver un site favorable avec une grosse additionnalité écologique. Mais l'idée de la proximité fonctionnelle, elle peut s'établir à plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça peut peut-être répondre potentiellement à la question que tu posais. Après, la question se pose des populations de pie-grièche. Ça, c'est encore une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par population de pie-grièche? J'ai cru comprendre, d'ailleurs, dans la discussion avec certains de mes collègues ici, qu'on considérait peut-être que ce n'était pas tout à fait les mêmes populations de pie-grièche tétrousse, de PACA et de Languedoc-Roussillon.
notamment parce que la dynamique n'est pas exactement la même d'ailleurs entre ces deux populations. Est-ce qu'on peut compenser une espèce à la limite de PACA avec le gare? Enfin voilà, là la question se pose de la population, de où on la compense, mais ça c'est au service de l'État de trancher. Effectivement, il y a les problématiques de population, mais alors ça ne rentre pas dans la séquence ERC au titre écologique, mais par contre, au terme de planification territoriale, si on compense très loin, là je parle de proximité géographique de l'endroit où il y a un projet, là, pour le coup, les populations humaines, elles peuvent dire, oui, mais moi j'ai le désavantage sans avoir l'inconvénient de, on va dire, de la renaturation, de la restauration d'un milieu. Et nous, en plus, c'est à mettre en lien dans nos réflexions avec le zéro artificialisation nette, puisque de toute façon, on aura perdu quelque chose que si on commence dans le Gard, on n'aura pas non plus. Donc voilà, tout ça s'imbrique. Apporter, comme d'habitude, un éclairage sur le plan scientifique. Vous allez voir, sur le plan scientifique, comme d'habitude, ça apporte un éclairage, mais ça n'apporte pas de solution. Ça veut dire quoi? Effectivement, l'aspect fonctionnel est important. Généralement, voire même c'est quasiment ce qui est recherché, la fonctionnalité, c'est le fonctionnement en population, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des échanges de gènes. Parce que s'il y a échange de gènes, il y a process génétique, donc il y a pérennité de la population, et c'est le genre de choses. Donc ça, c'est la base théorique. Donc ce qui veut dire, c'est là que ça devient un petit peu périlleux, parce que comment on valide cette fonctionnalité en population ou en métapopulation. Et là, en tant que gestionnaire, c'est pas évident, parce que finalement, enfin, je pense, à part essayer de traquer, voir s'il y a accouplement, mais sinon, c'est le marquage génétique. Est-ce qu'on est en capacité de faire des marquages génétiques pour jurer, pour attester du fonctionnement en population, en métapopulation? En termes de gestion, ça commence à devenir un petit peu ardu. Voilà, c'est le problème de l'interprétation intelligente de l'application intelligente de la loi. Et je renvoie la balle. Il faut toujours faire une passe glissée vers l'arrière. On attend beaucoup du guide sur éviter, réduire, compenser que va nous produire la LPO, puisque pour les services de l'État dans la mise en œuvre de la séquence, mais aussi pour les pétitionnaires sur ce qu'ils pourront présenter comme proximité fonctionnelle, c'est intéressant qu'on puisse les guider sur quels sont les critères qui leur permettront de valider qu'on est en proximité fonctionnelle ou pas. Est-ce que c'est ces histoires de gènes, de population voilà, donc qu'est-ce qu'on va leur demander? Et derrière, qu'est-ce que les services de l'État vérifieront quand on devra vérifier que dans la séquence et qu'au bout ils arrivent à la compensation, cette compensation est bien en proximité fonctionnelle? J'intercepte la balle, je la garde au pied et je la garde pour la conclusion parce que ce sera dans ma conclusion. Donc oui, merci pour la passe décisive, c'est parfait. Et comme ça permet de les maintenir un peu en haleine parce que je sens qu'ils sont en train de s'endormir tout doucement là. Pour la dernière question, et après je ferai ma conclusion, bien évidemment vous pourrez intervenir, et puis après ça permettra d'échanger un peu avec le public, si ça vous va. Pour ma toute dernière question, je voulais savoir si, encore une fois, je suis désolé, je vous laisse pas en paix, Monsieur Vautrin, mais je suis pas venu pour rien, salon. Existe-t-il un moyen de rendre, on en a parlé lors de cette fameuse réunion de préparation qu'on a eue il y a quelques semaines déjà, existe-t-il des moyens de rendre l'évitement temporel plus flexible au regard de l'instabilité climatique qui rend notamment donc, les périodes de phénologie, par exemple de la nidification, de plus en plus variables d'une année sur l'autre, ou les périodes de migration par exemple. Comment on peut le prendre en compte au vu de cette instabilité croissante? Alors, en tout cas, les solutions ne pourront être trouvées qu'en local, puisque c'est nous qui sommes confrontés à l'instabilité, c'est nous qui avons la vision la plus fine, et c'est pas au niveau national qu'on nous donnera les clés pour trouver une solution. Je prends l'exemple de ce qui nous occupe un peu actuellement, qui est la nouvelle, pour sortir un peu de la compensation, la nouvelle procédure sur les haies, qui va intégrer 13 réglementations. Et on va passer d'une interdiction d'entretien des haies fixée par la PAC du 16 mars
au 15 juillet partout en France, qu'on soit à Salon ou à Montélimar ou même à Montbéliard. Et on voit bien qu'entre Montbéliard et Salon, les conditions climatiques ne sont pas tout à fait les mêmes. On passe à une réglementation où, par arrêté préfectoral, il va falloir fixer la période d'interdiction d'entretien des haies sur 21 semaines au minimum, ça peut être plus. Et donc, je pense que je ne proposerai pas au préfet le même arrêté préfectoral que mon collègue du Doubs, puisque on en a parlé tout à l'heure, les périodes commencent avant le 15 mars chez nous pour prendre en compte ce type d'enjeu. Donc, c'est dans ces décisions locales qu'on arrivera à trouver des solutions. On parlait des obligations légales de débroussaillement. Alors c'est peut-être un pis-aller, mais c'est nécessaire, surtout quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière dans le département. On fixe un cadre général. Ce cadre général, il fixe l'obligation de faire. Ensuite, et la LPO m'a interpellé sur ces questions-là dans le département, il faut prendre en compte les espèces. Et les espèces, je ne suis pas sûr qu'il faille le prendre en compte forcément dans la réglementation, mais dans la discussion qu'on peut avoir avec les gestionnaires. Je pense notamment au conseil départemental pour l'entretien de son important réseau de routes. C'est peut-être dans cette discussion-là, mais ça suppose qu'on ouvre cette discussion, et ça, c'est l'État qui doit pouvoir le faire. Oui, on doit pouvoir s'adapter à des évolutions. Les évolutions, il faudra le faire en continu, et donc c'est que le local qui pourra le faire. C'est mon métier d'avoir toujours quelque chose à dire. Et là, pour une fois, je vais même dire du bien de la LPO, si vous dire où j'en suis. Parce que cette mesure sur les débroussaillements, si je me souviens bien, c'est la LPO, la taille des haies. En tout cas, nous, dans le Drôme, c'est la LPO qui est à l'origine de fixer la période sur laquelle... nous, ça a été interdit par le préfet de Drôme, un petit peu plus largement, je crois, jusqu'en août, au début septembre. Et je pense qu'au départ, ça s'appuyait sur une lettre de la LPO qui demandait ça. Donc, merci pour ça. Par rapport à l'évitement, déjà préciser effectivement les OLD et les ERC, c'est des pis-aller, mais qui sont indispensables dans le cadre, dans le contexte actuel. C'est vraiment des mesures qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. En revanche, il faudrait revoir le cadre pour arriver à faire évoluer ces mesures. Mais tant qu'on ne revoit pas le cadre, je suis entièrement d'accord, les OLD, ça reste, il en va de la survie des habitants et surtout des pompiers. Enfin, il faut surtout avoir ça en tête. Après, l'évitement, juste toujours pareil, tu parles d'évitement temporel. Effectivement, l'évitement, juste rappeler que l'évitement absolu n'existe pas. Dès l'instant qu'un projet se fait, il y a forcément une action. On ne peut juste parler d'évitement relatif, et les seuls évitements relatifs, c'est soit l'évitement temporel et l'évitement géographique qui permet... donc ça, avoir ça en tête quand même, et ça serait bien aussi de laisser tomber le mythe de l'évitement. Exactement comme on laisse tomber le mythe de la compensation, on parle de consolation, et après on va parler de réduction, plus ou moins. Alors, en fait, la séquence ERC, si on éclaircit, vraiment, si on simplifie à l'extrême, on n'est que sur du R. Alors que le R, c'est souvent ce qui passe à l'as. On parle d'évitement, par la compensation, on oublie le R. Alors qu'on n'est que sur du R quasiment. On réduit plus ou moins. Après, la réduction, elle est plus effective de l'instant, le brio qu'on va mettre pour éviter et pour essayer de compenser. Juste rappeler ça, le E est un leurre, il ne faut surtout pas se bloquer là-dessus. Ou alors on parle du relatif, évitement géographique, évitement temporel. C'est tout? Non, personne n'a quelque chose à rajouter ou même sur le sujet de façon globale? Non, très bien. Eh bien, je pense qu'on arrive déjà à la fin, visiblement, avec déjà une belle dose d'avance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque dans ce genre d'événement, on a toujours tendance à être très en retard et ça va nous permettre d'échanger avec le public qui, je pense, aura beaucoup de choses à dire. Donc, là, vous ne le voyez pas à cause du soleil qu'on a en face de nous, mais je vous jure qu'il y a un public, hein, ils ne sont pas tous partis.
Voyons. Oui. Donc, pour vous dire, déjà, je vous remercie toutes et tous d'être intervenus sur vos différents domaines d'expertise. Je ressors plusieurs choses, déjà pour mon guide, mais de façon générale, parce qu'il ne faut pas rester bureaucratique et centré sur sa petite mission. Déjà, sur ce guide, c'est qu'il faut absolument centrer la compensation, l'inclure dans un système économique, sinon on peut la jeter à la poubelle, premièrement. Peut-être que je suis un peu trop extrême, mais voilà. Deuxièmement, c'est qu'il faut au maximum qu'on ait des visions très précises pas de la phénologie des pigrièches, puisqu'on la connaît déjà plutôt bien, mais qu'on arrive à caractériser ces connaissances en termes de génétique ou de population. Au-delà de ça, je pense que ce qui est ressorti notamment sur la tête rousse, c'est qu'en fait, qu'il y a des populations qui sont très variables et dans certaines sont extrêmement diffuses. Il va falloir en fait même conserver au couple à couple, puisqu'il y a certains couples qui sont basés au milieu de nulle part en termes de population et que ces couples-là doivent être préservés à tout prix pour justement créer de la connectivité. Donc premièrement, s'assurer qu'on maintienne les connectivités entre les différentes populations. Et enfin, bien évidemment, c'est qu'en fait, la seule solution restera toujours voilà, qu'un bon projet, c'est un projet qu'on ne fait pas, ou en tout cas pas sur une zone à pigrièche, ça c'est clair et net. Voilà. Non, mais les autres espèces, bon. J'en ai déjà 5 à gérer, hein, donc si je dois m'occuper de tout, je ne vais pas y arriver. Non, et plus sérieusement, pour de vrai, c'est tout. Voilà, je crois qu'on est bon. Non, il y a quelque chose qui m'est sorti de la tête, excusez-moi, la journée était très longue. Voilà, et de façon plus générale, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on remette en cause le cadre et la façon dont on gère, et notamment les milieux ouverts, la façon dont on les perçoit, la façon dont on les maintient, et la façon dont aussi quelle place on veut leur laisser dans le monde actuel. Et je pense que pour ça, notamment, la question de M. Cyril Forchelet de la réserve de Coussot, que vous n'avez pas vu ce matin, Thierry, était assez intéressante sur le sujet, sur une des nouvelles façons peut-être de faire du pâturage qui est plus autonome et plus durable. Pourquoi pas? C'est une des pistes. Donc peut-être aussi lancer des pistes générales dans cette conclusion sur des nouvelles méthodes qui sont encore un peu marginales et qu'il s'agirait peut-être d'encourager si il est prouvé qu'elles sont intéressantes pour les pigrièches, ce qui n'est pas encore sûr, et les tester. Et maintenant, je vais laisser la place au public si tout le monde souhaite faire des commentaires, d'apporter des précisions ou tout simplement poser des questions. Et ça y est, excusez-moi, ma question m'est revenue. J'en profite, excusez-moi, parce que là, je m'adresse à vous, donc j'aimerais bien vous voir quand même. Concernant voilà, mon interrogation, là, je fais un gros appel de phare au BE, au service de l'État, concernant la rédaction de ce guide ERC. Aujourd'hui, on a un vrai gros problème au niveau de l'acquisition de la donnée, tout simplement puisqu'en fait, l'objectif qu'on aimerait se fixer dans notre guide, c'est pas de fixer des règles très générales qui n'ont aucun rapport avec la réalité du terrain et qui n'ont aucun rapport qui n'apporteront rien d'opérationnel aux acteurs concernés. Donc pour ça, on a besoin de retours d'expérience concrets qui fonctionnent, ou alors justement de retours d'expérience concrets qui ne fonctionnent pas, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et parce qu'en fait, des guides, il y en a eu plein sur plein d'espèces, sauf qu'en fait, c'est simplement des compilations des exigences écologiques de l'espèce, mais en fait, pour un agent de réal ou quelqu'un d'un BE, ça ne lui apporte rien du tout. Donc j'ai besoin de vraies expériences qui ont marché ou pas. Et pour ça, j'ai vraiment besoin que le réseau se mobilise et que notamment nos amis des BE et nos amis des DREAL me fassent remonter les données. Je sais que c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose qui va vous mettre dans des positions compliquées, mais si vous tenez vraiment au pigrièche à ce qu'on avance, je pense que vous le ferez. Merci à vous. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main pour poser vos questions.
Ne soyez pas intimidés. Oui, ok. Donc, bonjour, Titouan Roguet de Biotope PACA. Donc là, on parlait justement du site de la Barbin, là, qui est très connu justement pour ses pieds grièches. Et il y a actuellement plusieurs projets photovoltaïques qui essayent de s'implanter sur ce site. Ils sont notamment engagés aussi via le maire de la Barbin qui est très favorable à ce genre d'implantation. Et du coup, la question, c'est comment c'est possible que sur des zones naturelles où il y a de X enjeux, il n'y a pas que les pieds grièches, il y a d'autres espèces à enjeux majeurs pour la région, notamment l'aigle de Bonelli, le lézard ocellé, des espèces qui sont soumises à des PNA. Comment c'est possible que le département, comment c'est possible que des entreprises privées pour les énergies non renouvelables puissent avoir accès à des sites naturels exceptionnels comme ça pour implanter leurs projets? Je crois que la question s'adresse à moi. C'est très localo-local. Ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Non, sur le cadre général, vous avez pointé l'élu, on est toujours riche de ses contradictions et certains sont très riches. À la fois, il défend ses projets, mais il défend le projet de protection dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je ne souhaite pas qu'on lui jette la pierre aujourd'hui parce qu'on a tous nos bons côtés et nos moins bons côtés. Ensuite, sur le fait qu'un porteur de projet se positionne sur un site à très fort enjeu, nous, on les accompagne à l'amont, on fait du conseil amont, et dans le conseil amont qu'on leur apporte, on pointe les enjeux, et de temps en temps, on leur dit que sur ce site, ça nous paraît à peu près impossible d'arriver à une autorisation. Le porteur de projet est libre ensuite d'aller sécuriser du foncier, faire par acquisition ou par un contrat avec le propriétaire, et de poser un dossier. Je ne peux pas m'opposer à ce qu'il pose un dossier. En revanche, ma responsabilité en tant que service de l'État qui doit proposer au préfet l'autorisation, c'est de vérifier que tout est bien mis en œuvre, toutes les autorisations, que ce soit du défrichement, que ce soit une autorisation, un permis de construire quand c'est des énergies renouvelables, comme quand c'est ce cas-là, que ce soit une dérogation espèces protégées avec mes collègues de l'Adréal, que ce soit une évaluation des incidences Natura 2000. Donc, moi, ma responsabilité, je ne peux pas interdire quelqu'un de se porter sur une zone à très fort enjeu. Par contre, dans mon processus d'instruction, je dois vérifier que la séquence éviter, réduire, compenser est bien effective. Et de temps en temps, et ça m'arrive assez régulièrement, de proposer des refus d'autorisation au préfet. Donc je ne peux pas vous donner l'aboutissement de ce dossier, puisqu'on lui a demandé notamment des compléments au vu du dossier qui nous paraissait incomplet. En fonction de sa capacité à apporter les compléments, on proposera au préfet soit un refus net, soit passage à enquête publique et ensuite refus ou autorisation. Mais c'est à ce stade, oui, un pétitionnaire peut poser une demande d'autorisation partout. Oui, j'arrive. Merci pour cette table ronde qui était vraiment très intéressante. Donc, Nance Baïssé pour le parc naturel régional du Luberon. J'accompagne une communauté de communes sur la mise en place de mesures compensatoires, pas pour les pieds grièches, pour une autre espèce. Et j'ai surtout le sentiment en fait que auprès de nos décideurs, auprès de certains élus, alors pas forcément tous, il y a un manque de connaissances, de culture sur les espèces, sur les habitats qui sont en présence sur leurs communes, leurs intercos, aussi sur tout le volet législatif qui va avec en fait, et qu'on
on loupe peut-être quelque chose à ne pas essayer de davantage sensibiliser les élus à ces problématiques-là, et après du coup pour essayer en tout cas de faire qu'ils puissent trancher en âme et conscience du choix de développer ou pas un projet. C'est la première chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Oui, c'est fondamental que les communes ou les porteurs de projets ou les monteurs d'opérations, enfin, ils aient connaissance des enjeux. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les enjeux. Par exemple, nous, au niveau de la métropole, il y a eu un atlas métropolitain de la biodiversité avec une caractérisation en dehors des espèces protégées, mais des espèces aussi patrimoniales de tous les enjeux qui sont ensuite déclinés, où on propose aussi des études de faisabilité écologique pour justement dire quelle est la meilleure réduction ou évitement possible. Il y a certaines communes qui sont aujourd'hui aussi accompagnées dans leurs propres ABC, donc où il y a aussi encore de la capitalisation de connaissances. Après, cette connaissance, effectivement, il faut la traduire pour qu'elle soit compréhensible et que chacun s'en saisisse. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils qui existent pour que ça soit fait. Mais il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui s'en saisisse et qui le traduise. Oui. La réglementation est effectivement complexe. En tant que praticien, tous ici, on le voit, on n'a pas forcément toutes les subtilités en tête. Et pour un élu qui doit gérer ça, mais également de l'habitat indigne, de son cimetière et ses routes communales, c'est pas forcément évident d'avoir tout ça en tête, d'où l'importance des travaux que peuvent faire les intercommunalités. On a la chance dans ce département d'avoir des intercommunalités assez motrices sur ces questions-là. On a la chance aussi d'avoir des parcs naturels régionaux là, qui apportent une ingénierie. Et quand je parlais d'accompagnement amont des pétitionnaires tout à l'heure pour un pétitionnaire privé, on le fait aussi pour des collectivités. Tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir le même niveau d'accompagnement et d'ingénierie pour pouvoir les accompagner dans la bonne direction. Je sais que dans les Bouches-du-Rhône, avec un certain nombre de structures, je pense notamment aux parcs naturels régionaux, mais des gens comme un CAUE peut aussi avoir peut être de bons conseils. On arrive à les accompagner. Et oui, la séquence ERC ne peut se mettre en œuvre que si on a une bonne connaissance du territoire, une bonne connaissance d'abord pour connaître les impacts de nos projets et une bonne connaissance pour déterminer quelle est l'additionnalité de la mesure de compensation derrière. Donc tout ce qu'on peut acquérir en connaissance, avec notamment les ABC là, qui sont portés par l'OFB, est une bonne chose. Je vais compléter parce que tu soulèves un point essentiel qui est la sensibilisation des élus. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident. Pas du tout évident parce que on s'est aperçu que il ne peut y avoir on a affaire qu'à des systèmes complexes. Et un élu n'aime pas la complexité, à peu près à tous les niveaux de l'organisation de notre gouvernance. On n'a qu'à voir au niveau national, international, c'est le populisme et le simplisme qui fait autorité actuellement, au détriment d'une forme de la prise en compte de la complexité. Alors ça veut dire quoi au-delà des mots? L'exemple qui a été pris tout à l'heure sur les parcs photovoltaïques, c'est typique où il ne peut pas y avoir de réponse simple. Parce que l'élu, quelque part, il va être animé d'une volonté de participer à la décarbonation générale du territoire. Incité, puis vous avez vu depuis hier, il y a encore une pression gouvernementale pour aller vers les énergies dites propres, mais le mot propre, il n'est pas du tout et renouvelable, encore moins scientifiquement fondé. Mais on est pour ces énergies-là. Mais alors l'élu va vouloir aller vers là, et donc il va installer des parcs photovoltaïques. Le problème, c'est que je connais assez bien le dossier de la Barbenne, par exemple. Alors on ne va pas stigmatiser sur le maire, mais sur le site, c'est fait pour passer par des opérateurs. Et
je crois bien me souvenir, parce que ça fait plus de 10 ans que je m'étais penché là-dessus, c'est pas vraiment pour assurer de l'autoconsommation collective, c'est pour avoir une manne financière pour la commune et confier ça à un opérateur qui va après exporter. Quelque part, c'est pas grave. C'est vrai que ça contribue à la décarbonation. Mais le problème, c'est que dès l'instant qu'on fait des panneaux photovoltaïques sur des milieux naturels, c'est la double peine. C'est-à-dire on artificialise et en plus on enlève des capacités au milieu à encaisser plus ou moins, ça dépend le niveau de la végétation, à encaisser, à être encore des puits de carbone. Donc ça, c'est difficile à expliquer qu'il faut aller vers la décarbonation, mais pas à n'importe quel prix. Il faudrait peut-être viser... Alors, si on doit mettre des photovoltaïques, la réponse simple, c'est envisager bien sûr les toits, mais on a très bien vite fait les calculs, dans le bureau, vous l'avez fait, on fait vite le calcul pour montrer que ce n'est pas suffisant. Donc il reste l'autre partie artificialisée, c'est le milieu agricole. Mais là aussi, on ne peut pas laisser non plus faire un chèque en blanc pour mettre les panneaux photovoltaïques dans tous les milieux agricoles. Là aussi, il faut y aller avec beaucoup de discernement. Il y a des milieux agricoles qui peuvent s'y prêter. Il y a comment arriver à maintenir de l'activité agricole avec un système de track, par exemple, un système de panneaux photovoltaïque perché, puis il y a des milieux agricoles qui ne peuvent pas le supporter. Ça veut dire qu'il faut aussi aller comment arriver à concilier le fait de développer du photovoltaïsme sur des territoires sur lesquels en parallèle on met en place des PAT pour on essaie de travailler sur l'autonomie alimentaire sur les territoires. Donc maintenir une activité agricole pour s'affranchir, pour commencer à anticiper sur les crises alimentaires et les crises énergétiques à venir. Donc tu vois un petit peu la complexité. Là, je vous ai perdu à peu près tous. Imaginez un élu qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie, et qui va se dire après, c'est bien beau, l'élu n'est pas du tout un imbécile, il va intégrer tout ça, mais après il va falloir qu'il restitue tout ça à ses administrés et qui justifie après de ses opérations, de ses choix et de non-choix. Et là, on rentre dans un niveau de complexité assez fabuleux pour lequel, in fine, la science et personne n'a vraiment les réponses actuellement. Donc c'est là le problème. Donc sensibiliser les élus, ok, mais si on va sensibiliser les élus en leur disant « Oula, c'est complexe », là, et c'est ce que je fais, hein, c'est ce qu'on fait, et du coup on perd une bonne forme de crédibilité. Pourtant on n'est jamais aussi juste que lorsqu'on va dire c'est complexe. En revanche, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Si je devais schématiser à l'extrême, perso maintenant, au bout de 10 ans, la Barben fait partie des exemples qui m'ont poussé à aller vers ces histoires de transition et à creuser ça. Donc j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, maintenant je le dis avec un petit peu de radicalité. Mettre les panneaux photovoltaïques sur les milieux naturels n'a aucun sens. Voilà, ça, je pense qu'on pourrait être ferme là-dessus et après envisager les autres situations. Désolé, mais j'en suis là. Peut-être que dans 10 ans, je dirais le contraire. Mais... Et si je puis me permettre, je vais remettre une pierre dans la cour de l'État. C'est compliqué pour les élus, c'est compliqué pour les décideurs de l'État également. Faut pas, et tu faisais mention tout à l'heure de ce qu'avait lancé Madame Borne en matière de transition écologique. Il y a eu sur tous les hauts fonctionnaires une formation qui a été lancée. Alors on peut la juger insuffisante, mais ça a permis quand même de passer un certain nombre de messages. Et oui, c'est compliqué, c'est même complexe. Et donc il faut se former de temps en temps à la complexité. Je vais par ordre de... Vous m'excuserez, on n'a peut-être pas le temps de tout prendre tout le monde, puisqu'on doit partir à 15h, on doit passer aux autres. Bon, je fais vite. 15-20 minutes, c'est foutu. Je vais faire vite. Merci beaucoup en tout cas pour la table ronde. Moi, j'avais juste une petite question en amont en fait. Donc moi, je suis indépendant à mon compte. Je fais du bureau d'études aussi, des suivis scientifiques, des comptes expertise environnementale. Et justement, en fait, une des grosses problématiques qu'on peut avoir en PACA, alors qu'on a quand même des belles populations de pie-grièches, mais aussi autre chose, enfin, je veux dire, en termes d'enjeux, c'est quand même aussi la base en fait, de tout ce qui va prévenir derrière les séquences ERC. Ça va être l'état initial avec la définition des enjeux. Et en fait, on n'a pas réellement parlé de cette homogénéisation en fait, et de comment en fait, les BE peuvent définir leurs enjeux et cette différence qu'il peut y avoir entre les différents BE. Ce n'est pas un débat philosophique, mais c'est juste que par exemple des espèces qui sont EN, donc en danger à l'état national et en PACA, peuvent chez certains bureaux d'études apparaître avec des enjeux majeurs et d'autres faibles. Et en fait on a la même chose, par exemple la tête rousse elle est CR en PACA,
Il y a des bureaux d'études qui vont la mettre en majeur et d'autres qui vont la mettre en enjeu fort. Derrière, avec les impacts, la définition des impacts, etc., on va se retrouver avec des enjeux résiduels qui peuvent être beaucoup plus bas. Est-ce que, justement, comme en l'Adréal Occitanie, on peut arriver à essayer d'homogénéiser un petit peu ces enjeux ou non? Alors, enfin, je sais qu'en Occitanie, il existe une liste des espèces avec les enjeux qui ont été définis. Hein. Et c'est à partir de ces enjeux qui sont définis, donc ils prennent à la fois les listes régionales, les listes rouges régionales, les listes rouges nationales, et puis tout ce qui s'ensuit, ils donnent une note et la note permet de classer en enjeux très fort, fort, moyen, faible, etc. par tous les groupes d'espèces. La dernière mise à jour d'ailleurs de 2019, il faudrait peut-être la mettre à jour d'ailleurs. Ensuite, les BE appliquent un filtre, si je me souviens bien, en fonction du site. Et à partir de ça, il détermine un enjeu. Alors, ce qui manque peut-être, c'est une méthode en fait nationale. Alors autant il y a des méthodes pour le dimensionnement qui existent, il y en a 3 ou 4 qui sont utilisées actuellement. Je pense que c'est à peu près les mêmes en PACA en Occitanie pour estimer ce qu'on appelle les ratios de compensation, etc. Autant c'est vrai, à ma connaissance, il n'y a pas de méthode qui existe pour dimensionner l'impact. Et c'est peut-être un manque. Et comme pour la compensation, je pense que ça pourrait venir des BE de définir cette méthode, comme Ecomed a défini une méthode, comme Biotope a défini la méthode en miroir pour la compensation, comme j'en oublie certainement, excusez-moi, Naturalia, etc. Je pense que c'est peut-être par là qu'il faut passer. Il y avait une autre main levée? Oui. C'est en réponse, Amine, ou c'est une autre? Bonjour, Amine Fiti, co-directeur de l'LPO PACA. Merci Nicolas pour la question, parce que ça fait 6 bons mois que je propose à la région et à l'État, et d'abord à l'État, de définir cette méthodologie et de l'appliquer en région PACA, notamment sur l'exemple de l'Occitanie, parce qu'effectivement, il n'y a pas un BE qui va estimer de la même manière les enjeux. Et donc, évidemment, en conséquence, dans la séquence ERC, on ne définit pas les mêmes objectifs, et donc il y a une vraie disparité à retravailler. Et je pense que, que ce soit au niveau de la DDT ou de l'Adréal, ce sera un outil très, très intéressant et qui permettra d'homogénéiser cette approche. Oui, mais je n'ai pas encore eu de réponse positive de l'Adréal pour ça. J'en parlerai rapidement à mes collègues de l'Adréal. Bonjour, du coup Benjamin Boulard du bureau d'études Exen. Moi, ma question, c'est plutôt en fait comment pérenniser la séquence évitement. En fait, typiquement, pour ma part, l'expérience, on a arrêté un projet photovoltaïque sur une zone où il y a une pigrèche grise. Et en fait, du coup, le projet a été arrêté. Récemment, en fait, j'ai reproposé la zone en zone de compensation. Et en fait, le client m'a répondu, mais nous, on travaille sur un sujet, en fait, un projet photovoltaïque dessus. Donc en gros, en fait, dès qu'on a de l'évitement, souvent c'est exclu par exemple des parcs photovoltaïques, des parcs éoliens, mais derrière, quelle gestion on a, puisqu'au final, on n'aura rien dessus. Et parfois, en fait, c'est pas du tout identifié, et au final, des projets se remettent dessus par la suite, quoi. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse toute prête. On se pose aussi la question. On se pose la question aussi pour les documents d'aménagement, parce qu'on voit qu'au niveau des projets, c'est quand même très difficile de garder la trace. Par exemple, on n'a pas de GOMCE évitement. Mais pour autant, sur les plans, sur les grands documents d'aménagement, on se dit qu'à un moment donné, on pourrait peut-être essayer de regarder au moins les grandes zones évitées et pas les zones ponctuelles. Et du coup, ça c'est en piste de réflexion dans la planification territoriale ou au fur et à mesure des documents de planification. Mais voilà, c'est la seule réponse aujourd'hui qu'on a. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique à maintenir l'évitement dans le temps, quoi, parce qu'on évite sur un projet, sur un nouveau projet, la question peut se poser, quoi. Sur une infrastructure qui ne peut passer que dans un endroit, la question se pose différemment
que sur un projet, sur une usine qui peut être positionné là ou à un autre endroit. Donc un évitement qui déterminerait que de manière absolue on évite cette zone, je ne suis pas sûr que ça soit dans la logique du processus. En revanche, sur des zones qui ont été identifiées à très fort enjeu quand on a étudié un projet et on a décidé de les éviter, s'il y a vraiment un très fort enjeu qu'on veut pérenniser, la seule solution, c'est une protection réglementaire, quelle qu'elle soit. Et donc là, l'évitement peut ouvrir la question de est-ce qu'on veut mettre en place une protection réglementaire si la zone en vaut la chandelle. Oui, encore, on a le temps pour les échanges. Bonjour. Du coup, je me présente, Amaury, je travaille pour France Nature Environnement Vaucluse. On a beaucoup parlé de mesures compensatoires et je me posais une question qui peut paraître un peu naïve, mais quels sont les enjeux pour un promoteur ou un établissement à l'origine d'un projet s'il s'avère que ces mesures compensatoires ne sont pas suivies dans le temps, si c'est avéré qu'il n'a pas respecté les termes du contrat, est-ce qu'il y a des conséquences et surtout, est-ce que ça pourrait potentiellement l'empêcher de mener d'autres projets où on sait que du coup il n'est pas vertueux? Enfin voilà, c'est une question. Quelles sont les conséquences si on ne respecte pas une mesure compensatoire sur le long terme? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a tout un enjeu dans la compensation à faire le suivi au titre de la police de l'environnement derrière des mesures de compensation, sachant que la loi de 2016 impose un objectif de résultat de la compensation. Et que même s'il le confie à quelqu'un d'autre pour le faire, c'est le pétitionnaire qui est responsable de sa compensation. Donc l'objectif est là, avec nos collègues de l'ADREAL, on travaille un certain nombre de retours sur des dossiers qui ont 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est de vérifier que ces mesures de compensation sont correctement mises en œuvre. On a la capacité de faire des mesures de police administrative pour les mettre en demeure si c'est mal fait, d'aller reprendre la mesure de compensation. Et potentiellement, un non-suivi d'une mise en demeure administrative est caractérisé au pénal. Donc ensuite, c'est au procureur qui l'appartiendra d'aller poursuivre le pétitionnaire pour non mise en œuvre de ces mesures de compensation. La réponse du scientifique. Déjà, normalement, je croyais qu'on parlait de plus en plus de ERCAS pour essayer d'inclure le suivi. Accompagnement suivi, pour un petit peu obliger ou inciter fortement à inclure le suivi déjà dans la prestation que demandait au bureau d'études. Alors les bureaux d'études pourront témoigner s'ils ont déjà été mobilisés sur ce genre d'opération. De ce que j'en ai vu moi, de mon petite expérience au niveau scientifique, j'ai pas eu de retour véritablement sur l'évaluation, parce qu'il y a le suivi, mais il y a l'évaluation de l'efficacité de la mesure compensatoire. Et je pense que on a un gros déficit là-dessus, essentiellement par rapport au manque de moyens. Parce que qui va s'en occuper? Le suivi, on peut le confier au bureau d'études, mais on ne peut pas demander au bureau d'études d'évaluer ce qui suit aussi. Ça commence à devenir un petit peu trop consanguin. Donc il faudra envisager des services instructeurs de pouvoir suivre, mais les services instructeurs ils ont déjà du mal à instruire. Et puis ça ne va pas s'arranger par rapport à la pression sur les ressources humaines. Ce qui veut dire qu'il manque quand même il manque un élément dans le dispositif. Moi perso, ça fait des années que depuis qu'on a travaillé sur la séquence ERC, on avait identifié, il manque un opérateur R&D quelque part qui relève du public idéalement, qui soit en liaison directement avec les structures scientifiques pour essayer d'avoir une forme de neutralité, mais qui soit dédié au suivi et à l'évaluation de ces mesures compensatoires. Donc il manque cet opérateur R&D dans le dispositif, c'est cruel, mais c'est comme ça. Et
Perso, là aussi, ça fait quelques années, je pense que je vais essayer de le mettre en place et j'aimerais bien lancer un programme de recherche sur essayer de récupérer pas mal toutes les données qui ont été faites sur les projets de compensation et essayer de voir avec les collègues si on peut vraiment faire une grille d'évaluation et rendre compte de ce que ça a vraiment donné. Par exemple, il y a un joli projet de thèse à faire là, je pense. La réponse est que la question, elle est en suspens. Et c'est une vraie question, et c'est vrai que c'est que ça qui donnerait du sens vraiment à tout ce qui a été fait. Pour l'instant, la réponse, il me semble qu'on ne l'a pas. Je me permets de compléter un peu sur cette partie suivi. Ça a été travaillé par dans certaines espèces spécifiques, le suivi de l'efficacité des mesures compensatoires, notamment sur l'outarde. Il y a une thèse qui est sortie il y a peu de temps là-dessus. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que on reparle d'état initial, mais là je ne parle pas d'état initial au niveau de l'impact, mais je parle de l'état initial au niveau de la compensation. Les états initiaux et les suivis ne sont pas assez bien protocolés pour que ensuite le suivi de ces mesures puisse faire état réellement et scientifiquement d'un gain écologique effectif ou non, notamment parce que les sites témoins ne sont rarement pris en compte, si ce n'est jamais pris en compte dans l'état initial en fait, d'un site de compensation. Donc on ne peut pas savoir si c'est en gros la gestion qu'on a mise en place qui a fait revenir certaines espèces ou si c'est un autre facteur qu'on ne maîtrise pas qui est le même que la parcelle à côté. Donc ça fait partie des problèmes qui ont été relevés. Mais quand vous parliez d'une structure tierce qui se place entre l'État et les porteurs de projets pour pouvoir suivre les mesures de compensation, moi je pense que le problème est le même au niveau de l'impact. C'est-à-dire que le bureau d'études, je ne suis pas du tout là pour taper sur le bureau d'études, je travaille beaucoup avec les bureaux d'études, mais le bureau d'études qui est payé par le pétitionnaire pour son travail, il y a aussi le même problème d'indépendance ici et de gestion de résultats. Je ne vais pas remettre ça sur le tapis, ça a été débattu des millions de fois dans les cercles naturalistes, mais je pense que c'est exactement le même problème que ce que vous dites sur le côté compensation. Voilà. Pour compléter ce que disait Denis, je vous recommande très fortement la thèse que tu évoquais de Soumaya Belgali du CEF sur l'efficacité des mesures de compensation. Voilà, si vous avez de quoi noter, je pense que c'est un des meilleurs travaux qui a été réalisé récemment sur le sujet. Je vais poser la question par rapport à l'appel à la fin sur les jeux de données. Bon, c'est un éternel serpent de mer qui passe que sur les pie-grièches, mais vu que théoriquement, après il y a la théorie et la pratique, théoriquement les jeux de données sont censés être tous centralisés, reversés au SINP. J'ai l'impression de poser la même question à chaque événement de ce type-là, mais il y en a qui rigolent parce qu'ils le savent. Pourquoi on arrive encore dans un contexte où la transmission des jeux de données, que ce soit dans un cadre ERC, en tout cas sur des projets qui ont abouti, pas sur les projets sur lesquels ils n'ont pas abouti, puisque du coup les données étant propriété des clients, ils ne sont pas forcément reversés, mais dans tous les autres cas, pourquoi on n'a toujours pas de... C'est une question qui n'appelle pas forcément une réponse précise, hein, parce que c'est pareil, c'est compliqué. Mais pourquoi on arrive dans un système où on n'a pas l'intégralité des jeux de données qui sont disponibles au SINP, avec du coup c'est le cas pas que pour les pie-grièches, hein, loin de là, mais comment on arrive à un contexte où on a un tel déficit ou un contexte où c'est tellement hétéroclite en termes de transmission de jeux de données que ça bloque même sur l'application de PNA, quoi. C'est vraiment une très bonne question. Bon, alors, les réponses elles sont multiples. C'est vraiment une question de système plutôt que d'individu. C'est lié au fait déjà premièrement que je pense les BE qui sont censés suivre ces sites ou ces espèces soit n'ont pas la capacité de le faire, soit ne peuvent pas le faire, soit en fait n'ont pas de résultats à transmettre, puisqu'en fait les suivis ne permettent pas de savoir si ça a eu un impact, si ces mesures ont eu un impact ou pas. Je crois ne pas me tromper, en tout cas c'est ce que la majorité de mes interlocuteurs et interlocutrices m'ont dit.
Deuxièmement, aussi, on a un problème de suivi, c'est-à-dire que même si M. Vautrin l'a rappelé, il y a un gros travail de police qui est fait, que ce soit du côté des DREAL, des DDT-M ou même de l'OFB, il n'y a pas de contrôle. Donc en fait, pas de contrôle, pas vu, pas pris. Donc une grosse partie des aménageurs ne s'embêtent pas forcément avec ça, deuxièmement. Et troisièmement, la surcharge de travail de tous les agents publics et pas que, fait qu'en fait ils ont du mal déjà à relancer les gens pour récupérer eux-mêmes les données pour les centraliser, ou alors ont du mal à les extraire de leur propre jeu de données, puisque c'est un travail qui prend énormément de temps. Je sais que c'est un travail que par exemple certaines réals ont fait, et je les remercie encore, même si je n'ai pas encore reçu les jeux de données, ils le font, et donc c'est vraiment quelque chose qui est important, mais c'est malheureusement un satané travail. Donc c'est tout ça, ce mélange d'impunité, de surcharge et de manque de contrôle qui fait qu'on a du mal à récupérer les données, puis aussi le fait que peut-être simplement une partie des gens n'ont pas envie de les donner parce qu'en fait ces données elles sont liées à d'autres enjeux qui sont beaucoup plus sensibles. Voilà. Là, après 8 mois de frustration, ce serait mon analyse à chaud. Et après, peut-être qu'elles ne sont pas forcément utilisables, exploitables sur le plan scientifique. Je sais pas, j'ai vu qu'Alex, tu as eu une expérience, tu es parti là-bas au fond, c'est ça? Ouais. Tu as une expérience de traiter des données issues des DREAL ou des bureaux d'études, ce genre de choses? Désolé de te réveiller, Alex. Non, tu fais bien parce que je parle dans 2 minutes. C'est une question complexe aussi. Je ne sais pas si je vais arriver à faire une réponse courte. Je ne suis pas sûr que c'était la question en fait que tu posais. Ouais, j'avais l'impression que ta question c'était plutôt dans l'autre sens en fait. Pourquoi, par exemple, DBE ont du mal à récupérer des données dans le cadre d'une étude d'impact Ouais, ok. Pour répondre à ta question, Thierry, je n'esquive pas. J'ai un petit peu d'expérience avec l'encadrement ou de la supervision d'étudiants qui ont fait des stages en bureau d'études et qui ont essayé justement de travailler avec ces bureaux d'études sur de la synthèse de données récupérées au sein de plusieurs études d'impact. Et c'est vrai que globalement, le message, c'est quand même c'est fait de manière très hétérogène d'un point de vue méthodologique. Et souvent, ça s'est soldé par un échec. J'ai en tête justement des objectifs de stage qui étaient de regarder l'efficacité des mesures de compensation sur plusieurs études. Et à chaque fois, ça a été assez frustrant parce que la qualité des données ne permettait pas de le faire. Et je pense que c'est pas. Et là, encore une fois, je n'incrimine pas spécifiquement les bureaux d'études. Je veux faire la même remarque, le même préambule que Denis. C'est un constat. On a tous nos contraintes. Ils ont des contraintes financières qui font que c'est compliqué de mettre en œuvre des études qui permettent de récolter des données significatives à l'échelle d'un site. On leur demande des réponses à l'échelle d'un site et donc qui nécessiterait une quantité de données assez incroyable. En fait, c'est juste pas possible. Je pense qu'on devrait sortir de ce système-là, et je rejoins complètement Denis. Je pense qu'il y a un gros problème de conflit d'intérêts. On a beau en avoir parlé des millions de fois, je pense qu'il faudrait quand même arriver à le régler. Il y a un conflit d'intérêts qui est énorme à ce niveau-là et qui génère aussi des contraintes sur la qualité des données. Je pense il me semble que c'est dans le rôle des services de l'État, avec l'appui des scientifiques, de définir des stratégies d'échantillonnage à une échelle globale pour mesurer, par exemple, l'efficacité de la compensation. Je pense que c'est une erreur, c'est un cul-de-sac que d'imaginer qu'un bureau d'études soit capable de répondre à une question sur l'efficacité de la compensation à l'échelle d'un micro-site d'études qui va peut-être intéresser en fait un aménagement sur 1 hectare ou quelques hectares. On ne peut pas avoir de réponse à ce niveau-là. On aura une réponse si on arrive à mettre en musique, de considérer ça, en fait, cette étude comme une unité statistique et de répliquer ces unités statistiques et de comparer, d'évaluer en fait les effets de, par exemple, les mesures de compensation sur non pas un site d'étude, un site impacté, mais sur 10 sites impactés, 20 sites impactés, 30 sites impactés dans des contextes différents. Et là, on va arriver à obtenir une réponse. Et je dirais, ce problème, il n'est pas tant au niveau compensation, mais aussi au niveau réduction. Moi, je travaille beaucoup sur les impacts des éoliennes sur les oiseaux.
Et on a le même problème. On n'obtiendra pas une réponse significative à l'échelle d'un site. Les gens essayent systématiquement de chercher une réponse à l'échelle d'un site, alors qu'on devrait considérer ces sites comme un réplica. Et on obtiendra une réponse si on arrive à mettre en commun un ensemble de données, un ensemble de protocoles dans une stratégie d'échantillonnage globale. Désolé, j'avais prévenu que ça ne serait pas synthétique. Merci Alexandre, encore c'est très 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 complet comme toujours et vraiment pertinent. Donc merci à toi. Je crois qu'on en a fini. De toute façon, le temps est écoulé. On va laisser la place maintenant à l'expertise sur la pie grièche grise qui va nous occuper la pie grièche méridionale. Excusez-moi, la pie grièche méridionale qui va nous occuper toute cet après-midi. Je vous remercie encore pour vos participations